Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast d'Intersaison, le podcast de la revue saison. On reprend nos bonnes habitudes après un petit temps de latence en début d'année, mais on attendait d'avoir quelques séries à se mettre sous le coude, quelques très bonnes séries, et je pense qu'on les a trouvées, en tout cas parce que ce sont des blockbusters. Aujourd'hui, on va parler de House of the Dragon et des Anneaux du Pouvoir, donc les deux grosses séries qui ont fait la rentrée. On a attendu de les voir en entier pour vous en parler, débattre avec vous. Alors, on est là avec, comme toujours, Emmanuel Taïeb. Bonjour Emmanuel. Bonjour Nicolas. Alors Emmanuel, on rappelle, hein, vous êtes le rédacteur en chef de la revue Saison, hein, la revue spécialisée sur les séries, et qui se veut d'ailleurs sérieuse et universitaire, avec des parutions semestrielles. Et vous êtes aussi, parallèlement de vos nombreuses activités, professeur à Sciences Po Lyon et spécialiste de l'étude de la politique et des séries. Alors on a invité aujourd'hui le stand-up philosopheur, le philosophe pop, Gilles Verviche. Bonjour Gilles. Bonjour, bonjour. qui a, qui a fait aussi, Gilles, partie des nombreux numéros du podcast Intersaison. Et je dis Oui. stand-up philosopheur, Gilles, parce que vous faites un spectacle de pop philosophie. En tout cas, êtes-vous sûr d'avoir raison, qui est quelque part un petit peu un spectacle de stand-up que je recommande. Est-ce qu'il continue à tourner ce spectacle, Gilles? Alors, il reprend au mois de janvier. Il devait continuer, mais le théâtre a des petits problèmes techniques de toiture, manifestement. Le théâtre de 10 heures à Pigalle. Donc voilà, et donc le spectacle reprend en janvier 2023 prochain, en attendant d'autres dates éventuelles que je cherche à faire en province, comme on dit. Alors, et puis, je l'ai dit tout à l'heure, on va parler de House of the Dragon, on va parler des Anneaux du Pouvoir, on va parler donc de fantasy. Et quand on parle fantasy, une des grandes références en France, c'est Justine Breton. Bonjour Justine. Bonjour Nicolas, bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être parmi vous. Et je sais pas si je suis une grande référence en fantasy, mais écoute, je vais essayer d'être à la hauteur, hein. Ici, Justine, vous êtes trop modeste. Alors, vous êtes maître de conférence à l'Université de Reims, site de Troyes, et puis vous avez publié de nombreux livres. On va rappeler au passage, d'ailleurs, que votre dernier ouvrage, Un de feu et de sang, qui a été publié avec Florian Besson, qui est sorti l'an dernier, vient de sortir en poche dans une édition qui a été revue et augmentée, et qui, notamment, ça va nous intéresser longuement aujourd'hui, rajoute des aspects sur le préquel de Game of Thrones, hein, House of the Dragon. Donc, on y reviendra dessus. Alors, peut-être, hein, on va quand même se permettre de faire une présentation détaillée, parce qu'on a des choses à vous dire, à évoquer avec vous sur ces deux séries-là. Alors, je vais laisser la main là-dessus à Emmanuel Taïeb, qui va nous présenter la première série, et on va tout de suite après essayer avec Justine de voir des aspects précis, des aspects qui vont nous faire comprendre pourquoi ces séries ont été finalement des blockbusters, mais aussi très attendues par les fans. Oui, merci Nicolas. On va évoquer en premier, disons, les Anneaux de pouvoir. Donc, c'est une série Prime Video. Les showrunners s'appellent J.D. Payne et Patrick McKay, qui ont rien fait de très notable avant. En tout cas, moi, j'ai eu vraiment du mal à trouver des choses sur eux. Il y a rien sur IMDb. Enfin, c'est très, très peu Scooby-Doo, non, ils n'ont pas documenté. fait Scooby-Doo. Alors peut-être, j'ai pas Non, vu, non, 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 je rigole, je rigole. mais on va en parler. On va en parler sur est-ce que Les Anneaux de Pouvoir est une série pour les enfants. Donc effectivement, il y a un côté Scooby-Doo, voilà. On n'a même pas leur date de naissance. Ils ont l'air assez jeunes. Bon, bref. Et je rappelle simplement aux auditeurs que le réalisateur des 6 films, donc Peter Jackson, n'a pas du tout été associé à l'adaptation des Anneaux de Pouvoir. Donc Rings of Power, on a 8 épisodes et on nous annonce, attention, 4 saisons supplémentaires. Donc ça promet. Voilà. Là, la communication de Prime, donc la communication d'Amazon, a été vraiment sur cette série, celle de tous les superlatifs. On a parlé de 465 millions de dollars pour la production. Amazon a présenté ça comme le meilleur démarrage d'une série de tous les temps. Bon, tous ces superlatifs, on se demande si ça ne sert pas quand même à compenser un peu les problèmes sur le fond. Et on sait que, par exemple, Amazon a interdit les commentaires. Enfin, ils étaient modérés, ils étaient bloqués pendant 3 jours sur sa plateforme parce que dès les 2 premiers épisodes, ça s'est un peu déchaîné et les critiques étaient assez importantes, on en dira un mot. Pour situer un tout petit peu la série et le temps pendant lequel elle se déroule. Alors, on est dans l'univers de Tolkien, on est dans les terres du milieu, mais l'action se déroule, si j'ai bien compris, 3000 ans avant le récit de Bilbo le Hobbit, donc à un moment où les anneaux de pouvoir, les fameux anneaux de pouvoir, n'ont pas encore été forgés. Donc, on est dans un prequel, dans une série qui précède l'univers déjà
connu. Et donc, on est dans ce qu'on appelle chez Tolkien le second âge, qui voit la montée en puissance de Sauron. Donc, Sauron, c'était une espèce d'ange déchu, une des créations du dieu de chez Tolkien qui s'appelle Ilúvatar. Il s'appelait Morgoth au départ, et il est en quelque sorte déchu. Il a été, disons, frappé, travaillé par une hubris et par une hubris créatrice. Il voulait absolument avoir le même pouvoir que son créateur et l'égaler en toute chose. Et voilà, il a pas réussi, et ça a fabriqué une espèce de ressentiment et de haine, pour le dire un tout petit peu vite. Donc il y a évidemment des emprunts, plus que des emprunts à Tolkien. Il y a pas mal d'éléments qui sont disséminés donc sur les sites de fans. Voilà, ils arrivent à faire toutes les connexions qui peuvent échapper aux profanes quand on voit la série pour une première fois. Mais c'est aussi une série qui introduit un certain nombre de personnages importants, comme Isildur, Galadriel, l'elfe qui est joué par Morphy Clark, Elrond, du côté des elfes, qu'on retrouvera ensuite, et puis un magicien à barbe, dont on ne nous dit pas tout dans la série, mais sur lequel on a quand même quelques doutes. Voilà, il y a des nains dans cette série, il y a des elfes, il y a des orques, il y a des Harfoot, c'est des sortes d'ancêtres des hobbits, et voilà, donc tous les ingrédients sont là par rapport à l'univers, mais je sais que Justine Breton va nous préciser quelques éléments. Justine. Oui, je ne sais pas s'il faut préciser, mais c'est vrai que pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais, on est effectivement sur une série qui s'appuie très librement sur l'œuvre de Tolkien, c'est-à-dire que on a dans cette partie de l'histoire développée par Tolkien, parce que Tolkien crée un univers absolument énorme, avec une histoire, avec une géographie, avec des langues. Tolkien est parti de ses créations linguistiques pour créer en fait tout cet univers. Donc on a vraiment ce qu'on appelle un univers de fantasy, donc des choses très larges qui sont développées dans toute son œuvre, avec ce qui a été publié de son vivant, ce qui a été par la suite aussi édité avec l'aide de son fils Christopher Tolkien. Enfin voilà, c'est vraiment une montagne de créative dans cet univers. Mais en fait, dans ce deuxième âge et dans cette histoire de création des anneaux, ce qui va être donc les anneaux de pouvoir qu'on évoque, si vous reprenez les films de Peter Jackson, voilà, si vous n'êtes pas trop familiarisé avec l'œuvre de Tolkien, vous prenez la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Au tout début, on a le personnage de Galadriel en voice-over qui fait cette narration et qui explique très brièvement que Sauron a fait construire des anneaux qu'il a offerts aux différents peuples, aux elfes, aux nains et aux hommes qui ont été les premiers à être corrompus, et qu'il a ensuite forgé un anneau unique pour contrôler tous ces anneaux. Et la trilogie Le Seigneur des Anneaux nous raconte justement cette quête de l'anneau unique et de sa destruction. Là, on est dans le passé, on est sur comment tout ça, ça va se mettre en place avec d'abord la création des fameux anneaux de pouvoir qui donnent leur titre à la série. Mais c'est quelque chose qui est évoqué très brièvement chez Tolkien. On a quelques pages en fait sur tout cet univers. Et là, on se retrouve avec Amazon, donc Prime Studio, qui veut faire une série donc de 5 saisons sur quelques pages de l'histoire de Tolkien. Donc forcément, même si l'univers est extrêmement riche, il y a besoin de broder autour, il y a besoin de rajouter énormément de choses, ce qui peut fonctionner ou pas, ça l'avenir nous le dira, mais toujours est-il qu'on a une énorme part de création qui est intégrée, qui est injectée dans cette série. Ce qui fait que oui, l'univers vient de Tolkien, mais là on est sur quelque chose en fait de très différent des textes. Par contre, ils ont repris certains personnages, ils ont repris Galadriel, ils ont repris Elrond, voilà, des structures, des personnages, des relations qui sont bien présentes chez Tolkien, quitte à martyriser un petit peu la chronologie ou les caractéristiques de ces différents personnages. Je parle de chronologie parce que d'abord, on a des personnages qui, là, apparaissent simultanément dans la série, voire qui échangent, voilà, qui dialoguent, alors qu'ils sont séparés, en tout cas leur jeunesse est séparée parfois de plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'années. Je pense notamment au personnage d'Isildur. Donc voilà, on se retrouve avec des personnages rapprochés temporellement dans cette narration de première saison, ce qui a une influence nécessairement sur la suite de l'histoire, sur la façon dont Prime Studio va construire la narration.
mais ce qui a aussi une incidence sur les relations entre les personnages. Je pense par exemple au fait que ici on ait une façon de coexister finalement très sereine entre les êtres humains, enfin les hommes, les elfes, les nains, etc. On a beau nous dire que les elfes et les nains ont du mal à s'entendre, finalement c'est très peu représenté. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est cette question de chronologie parce que on a des personnages d'elfes qui vivent plusieurs milliers d'années, donc qui ont forcément un rapport au temps qui est très différent de ce que nous, on peut connaître ou de ce que les hommes décrits par Tolkien peuvent connaître. Et pourtant, tous ces éléments-là passent un peu à la trappe dans la narration de la première saison, parce que les elfes vont aussi se mettre des défis qui représentent quelques mois. Ils décident il faut qu'on construise une tour en 3 mois ou quelque chose comme ça, alors qu'on est sur des personnages qui vivent plusieurs milliers d'années. Donc j'ai envie de dire, on peut prendre notre temps, après tout. Et ce qui va être un petit peu embêtant, c'est dans les relations en fait entre les hommes et les elfes. Et je pense par exemple à la relation entre Arondir, l'elfe, cette espèce de garde qui apparaît dans la série dans son poste avancé, et la relation donc d'Arondir avec l'humaine Bronwyn. Et avec toute cette histoire autour du fils, Théo, qu'on nous amène globalement comme le fils donc de Bronwyn, c'est sûr, mais probablement le fils d'Arondir aussi. En tout cas, on sait qu'on a une relation amoureuse entre Arondir et Bronwyn. Et on n'a jamais de façon de questionner cette temporalité, alors que Arondir a encore une fois plusieurs milliers d'années, et que ce qui veut dire qu'il est en poste ici depuis plusieurs dizaines d'années. Il a probablement vu grandir Bronwyn. Il sera a priori vivant bien longtemps après sa mort, ce qui, on peut supposer, dans une relation amoureuse, peut causer quelques difficultés. Donc voilà, toutes ces questions de chronologie qui sont essentielles dans la construction du monde de Tolkien, parce que ça régit vraiment le rapport des personnages au temps, le rapport à l'histoire, le rapport aux constructions, le rapport entre eux aussi. Tous ces éléments disparaissent pour avoir une narration qui est à la fois précipitée et en même temps, et ça c'est un des gros paradoxes de cette première saison, très lente, comme une lente première saison d'introduction. Voilà un petit peu pour cette série, cette première saison en tout cas de Lord of the Rings, The Rings of Power, proposée par Prime Studio. Merci Justine et merci Emmanuel. C'est vrai que je vous rejoins Justine sur un aspect qui est la lenteur de la première saison, mais qui prend parfois aussi peut-être le temps de montrer les différents espaces pour les resituer dans la géographie assez spécifique de Tolkien justement. Alors parfois de façon subtile, parfois de façon des plus gros sabots, on va dire, mais c'est vrai que ça fait partie des choses qui sont quand même, moi j'ai trouvé personnellement assez intéressantes là-dessus. Alors peut-être on va continuer par Emmanuel la présentation de House of the Dragon. On va en parler de façon plus approfondie. Et puis après, on rentrera dans des thématiques pour essayer de voir justement, au niveau notamment des personnes racisées, des femmes, qu'il y a une certaine évolution peut-être dans la façon de filmer. Emmanuel, House of Oui, the alors non, Dragon sur ECS. je cède la parole à Gilles pour House of the Dragon pour la présentation. Non mais alors, dis donc, alors. J'allais pas te piquer Merci. la précédence. Bon, à l'occasion, je vous dirai deux mots sur effectivement la série précédente. Non, mais on y reviendra. Alors effectivement, c'est les deux séries concurrentes de Heroic Fantasy. Alors, pour ceux qui ne seraient pas au courant, il paraît qu'il y a 1% des gens qui n'ont pas vu Game of Thrones. Donc, House of the Dragon est donc un préquel et spin-off de Game of Thrones. Donc, spin-off, c'est une série extraite, une série fille d'une série qui existe déjà. Et un préquel, c'est donc une série qui se passe avant. Là, en l'occurrence, alors la série serait elle-même adaptée, est elle-même adaptée d'une série de livres. Elle a été écrite directement cette fois par George Martin, qui apparemment est plus ou moins showrunner quand même. Donc George Martin et Ryan Condal. Voilà. Les événements se passent 200, 172 ans, disons, avant Game of Thrones et raconte l'histoire de la maison des dragons, c'est-à-dire de la maison et de la famille Targaryen.
dont Daenerys est l'héritière. Alors, on peut savoir que, comme j'en avais parlé dans un petit article, que ces spin-offs en projet sont nombreux, hein. C'est le premier d'une série. Donc, pour vous les rappeler, peut-être, on a donc House of the Dragon qui est le premier. Ensuite, on aurait aussi une série animée 10 000 Ships, alors 10,000 hein, en anglais, Ships, qui serait une série animée sur la princesse Nymeria, fondatrice de Dorne, qui, elle, se déroulerait 1000 ans avant Game of Thrones. Et on a prévu aussi une série qui se passerait à Culpucier, donc plutôt sur non plus des héros, mais plutôt des personnages du commun. Voilà, titre éventuel Flea Bottom. Enfin, un spin-off de spin-off est déjà prévu depuis l'origine qui s'appelle Les neuf voyages ou Six Snakes, donc une série consacrée à Lord Corlys Velaryon qu'on a découvert dans House of Dragon. Donc c'est vous dire si la poule aux œufs d'or est en train de pondre. Apparemment, c'est un peu l'idée. Voilà. Donc House of the Dragon se passe donc. Alors, au niveau des décors, on a. Enfin, au niveau de l'esthétique, de l'habillage, on a plutôt voulu jouer le doudou, hein, le cosy, c'est-à-dire on retrouve exactement, les fans de Game of Thrones retrouvent vraiment l'univers, le générique, c'est exactement la même musique, donc on retrouve vraiment, il y a pas d'innovation. Les décors, les lieux sont un peu les mêmes, il y a le côté un peu effectivement nostalgique, voilà. Après, pour vous le dire tout de suite, effectivement, je trouve qu'ils sont pas trop, de mon point de vue, on s'est pas trop laissé enfermer dans comment faire de nouveau avec de l'ancien. Il me semble que passé le premier épisode, on a réussi quand même à construire des personnages qui sont plutôt approfondis, qui peuvent plaire, notamment les, les bon, à commencer par le roi Vénéris. Les acteurs sont tous plutôt bons là, hein, pour le coup. Matt Smith hein, qui joue Daemon, que des personnages effectivement un petit peu ambigus, ambivalents. Alors il y a une drôle de chronologie quand même dans cette série, c'est-à-dire que, alors déjà, c'est un peu The Crown, les 5 saisons d'un coup, puisque en plein milieu de la série, un certain nombre de personnages, en particulier les femmes, sont changés parce qu'elles ont pris quelques années. Enfin voilà, en fait, on se retrouve assez étonnamment à sauter des années, voire des décennies d'un épisode à l'autre. Et ceux qui étaient des enfants à la première saison deviennent des adultes. Alors, ce qui m'a un peu étonné, j'en avais parlé à l'occasion, c'est que c'est surtout les deux personnages féminins principaux qui changent, en fait, à savoir la princesse Rhaenyra. C'est jamais très pratique Rhaenyra. Rhaenyra, voilà, Rhaenyra et Alicent Hightower, voilà, qui sont les deux amis d'enfance qui donc vont, voilà, si on pitch, puisque j'ai même pas commencé par ça, donc si on pitch un peu, donc le roi Viserys Ier est donc tout à fait légitimement assis sur le trône des sept couronnes et il est manifestement un peu mourant pendant toute la saison et donc il doit désigner même quand il est jeune en fait, il doit désigner un héritier. Il choisit sa fille, donc Rhaenyra, Rhaenyra, bon bref, et malheureusement, du coup, il s'installe une rivalité avec sa femme, la reine Alicent, qui est l'ancienne meilleure amie de Rhaenyra et qui a un héritier, Aegon. Et donc, voilà, on sent que toute cette famille va se déchirer pour le trône. Ça se termine de manière un peu tragique, voilà. Alors c'est bizarre, c'est que je sais pas pourquoi en fait, parce que vous avez d'autres rôles qui sont toujours joués par les mêmes acteurs, hein, notamment le proche chevalier là qui, je sais plus, Sur Kristen Cole. voilà, hein, qui alors Kristen Cole, voilà, qui est joué par le même acteur, qui a toujours l'air d'un jeune premier du début à la fin, pendant que sa copine prend 20 ans dans la figure. Alors on se demande pourquoi. Alors j'avais dit à l'occasion dans une petite émission que j'avais l'impression que
on rendait les femmes plus inconstantes que les hommes. Voilà, elles changent alors que l'homme, il reste toujours à peu près le même. Voilà, vous savez, ça me rappelle Oscar Wilde de l'importance d'être constant. Voilà. En dehors de ça, voilà, moi, la série m'a bien plu. On va peut-être parler tout de suite ou juste après de, effectivement, le rôle des femmes. Comme vous le remarquez d'emblée, en tout cas, les héroïnes, puisque le roi Viserys, c'est plutôt une sorte de mentor qui est en toile de fond, même si on s'intéresse beaucoup à ce personnage très bien joué par Paddy Considine, qui est assez charismatique, je trouve, qui est très intéressant. Matt Smith, qui joue le Daemon, l'oncle incestueux. Donc, on a tous les ingrédients hein, de Game of Thrones, effectivement. Alors, j'ai trouvé qu'il y avait moins de violence quand même que dans Game of Thrones. Oui, j'ai trouvé qu'il y avait moins de violence que dans Game Ça of se Thrones. calme, On joue ça un se peu calme. moins sur. Il y en a. Hein. On peut pas finir un épisode sans couper une moitié de tête quand même, mais voilà, c'est quand même moins récurrent. On est un peu plus sur les intrigues shakespeariennes et familiales et effectivement des relations d'inceste. Et comme vous le comprenez, les héros sont des héroïnes et c'est une série qui met en avant quand même le rôle des femmes, leur pouvoir et ce qu'est être une femme. Alors, on va sans doute développer si vous voulez, mais je peux peut-être introduire aussi cette thématique qui me paraît assez essentielle, puisque c'est assez ambivalent en fait. C'est-à-dire à la fois ce sont les héroïnes, c'est elles qui ont le trône, vous avez l'héritière et puis la reine qui dirige quasiment à la place de son mari quand il devient impotent, voilà, bon, il y a son père à elle aussi qui dirige pas mal, hein, qui est très bien joué aussi, vous en parlerez. Mais en même temps, on les réduit, disons tout de suite, à leur rôle de mère, c'est-à-dire que leur problème à l'une et à l'autre, c'est de mettre surtout leur fils sur le trône. Voilà, donc et à un moment, elles se battent comme deux poissonnières à coups de couteau dans une salle de bal, là, et on a l'impression qu'on revient à une bataille de chiffonnières. Voilà, c'est-à-dire que les femmes sont quand même réduites à leur rôle de mère. Voilà, c'est assez ambivalent, j'ai trouvé, en fait, la place des femmes qui était à la fois mise en avant et en même temps un peu enfermées dans leur rôle de mère. Voilà, donc c'est assez, l'évolution est pas tout à fait linéaire. Voilà. Après, bon, voilà. Donc, moi, je résume. Ce que j'en ai pensé personnellement, c'est que j'ai quand même bien aimé. J'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que les intrigues étaient très prenantes. Les personnages aussi étaient très prenants. Bon, toute la marmaille est un peu fatigante quand même. Voilà, les méchants, petits-enfants. Voilà, bon, c'est pas les plus intéressants en fait. On verra s'ils grandissent. Mais ils ont réussi quand même à faire du neuf avec du vieux. Voilà. Je vois que tout le monde rigole, mais Et voilà. surtout, moi, je pense, ce qui a aussi été une des prouesses, ou en tout cas un des intérêts de la série, c'est qu'on voit des dragons, et on voit des dragons peut-être qui sont différents de ce qu'on peut voir dans Game of Thrones, puisque là, on va voir, surtout à la fin, sans spoiler, Ouais. on va voir des dragons avec des âges, avec des montures différentes. Avant d'aller plus dans les détails, les thématiques, Justine, quelques mots sur votre sentiment autour de la série House of the Dragon. Euh, Quelques mots sur mon sentiment. Moi, j'ai beaucoup apprécié la série, hein, au passage. Euh, Après, c'est encore une fois, on est sur une première saison, donc avec beaucoup d'introductions, mais si, quitte à comparer hein, avec The Rings of Power, là, on est sur un rythme très différent. Ça tient aussi au fait que, comme Gilles le rappelait, là, on est sur une série qui est certes un spin-off et un préquel, mais qui est également une adaptation d'un texte de George Martin, hein, donc qui s'intitule Feu et sang, qui est un texte terminé. Ça, c'est très important de le rappeler si vous avez suivi Game of Thrones et le fait que Game of Thrones est une adaptation hein, de la saga du Trône de Fer, mais la saga n'était et n'est toujours pas terminée. On attend un petit peu désespérément, George Martin, si vous nous écoutez. Voilà, on attend un petit peu désespérément la suite et la fin des romans, ce qui fait que quand la série a dépassé l'intrigue des romans, voilà, on va faire court, mais il y a eu quelques flottements, on va dire, dans l'intrigue. Là, au moins, dans House of the Dragon, euh, le texte d'origine, hein, Feu et sang, est un texte terminé, sachant que ce n'est pas un roman. C'est un texte qui a bien été écrit par George Martin, mais qui a été pensé comme un texte qui est conçu comme une chronique historique, comme des annales, écrites par les maîtres de la citadelle, hein. Les maîtres sont à la fois les scientifiques et les historiens de cet univers de Westeros. Donc, on aurait en fait des maîtres qui ont écrit l'histoire de la famille Targaryen, et la série House of the Dragon va être une adaptation d'une partie en fait de cette histoire de la famille Targaryen. D'où le fait que effectivement on ait cette façon de comprimer encore une fois le temps avec des ellipses dans la série, puisque au bout de 4 épisodes, on passe
voilà, on a plusieurs années qui s'écoulent avec un gros changement. Donc de certains des acteurs et notamment des actrices, hein, même si on a aussi l'acteur qui joue Lénore, qui est un homme, donc qui a été modifié. Mais il faut admettre que des acteurs enfin des personnages comme Viserys, ce premier, ou comme Daemon, n'ont pas été modifiés, ce qui s'appuie peut-être aussi hein, sur des questions de euh, choix et de célébrité, j'ai envie de dire, des acteurs choisis aussi pour incarner ces rôles, puisque Matt Smith et Paddy Considine ont déjà hein, une carrière assez importante et une reconnaissance assez importante derrière eux. Donc voilà, juste un petit point aussi, tant qu'on y est sur les fameux autres projets spin-off, préquels, etc. Malheureusement, le projet sur Cupucier, sur Flea Bottom, a été annulé. Et je dis Ah, malheureusement parce que c'était mon préféré aussi. oui, oui. C'est rare d'avoir des histoires du Moyen Âge qui se passent ailleurs que avec les chevaliers et les nobles. Donc là, ça m'intéressait pour ça, mais donc ça a été mis de côté. Il y a aussi une première saison hein, adaptée des aventures de Dunkelhoff qui est prévue, qui sont des nouvelles hein, de Martin. Il y a une série animée qui se passera à E.T. Enfin, en tout cas, c'est des projets en cours. Il y a aussi apparemment une série spin-off qui serait centrée sur le personnage de Jon Snow, qui est aussi Oui, en développement. Voilà, donc plein de projets. On attend un petit peu de voir comment ça va évoluer. Par contre, effectivement, House of Dragon, par rapport à Game of Thrones, et Gilles l'a rappelé, on est sur un fonctionnement assez différent. Alors, je ne sais pas s'il y a moins de violence. C'est en tout cas une violence différente, ça c'est sûr. Mais quand on voit la représentation des accouchements, je pense qu'on est toujours dans une forme oui, de oui, oui, violence. oui, mais Mais oui, je comprends. Passer en fait le premier épisode, on a moins cette violence voilà, très guerrière, guerrière. arbitraire et Ouais. très, voilà, on va décapiter des gens toutes les 5 minutes. Même si bon, il y a deux, trois moments un Oui, peu prenants. Mais là, on va être sur une série beaucoup plus intime et beaucoup plus intimiste. Et le fait que tu parles de The Crown, c'est pas anodin, hein, je pense non plus, parce qu'on est vraiment centré sur cette famille royale. On a moins de personnages par rapport à ce qu'on pouvait avoir dans Game of Thrones. On a des décors aussi qui sont moins nombreux. On a des décors qui sont beaucoup plus clos. On est beaucoup sur l'intérieur des bâtiments et sur l'intériorité des personnages aussi qui se construit peu à peu. Donc, ce qui est pas mal, c'est que justement, on va avoir moins de personnages, mais peut-être plus approfondis dès le début, avec cette fameuse amitié féminine qui se transforme en rivalité entre Rhaenyra et Alicent, notamment, avec tout ce que ça implique d'émotions personnelles, de relations personnelles, ce que ça implique aussi de relations au pouvoir, parce que, comme Gilles le disait, c'est pas une série sur le pouvoir féminin en tant que quelque chose qui serait donné et qui serait évident. C'est une série sur le pouvoir féminin qui doit se construire. Et en même temps, hein, c'est aussi logique puisqu'on est dans une série préquelle de Game of Thrones qui se passe donc 170 ans globalement avant. On ne peut pas représenter un monde où tout le monde trouverait ça parfaitement normal que les femmes aient le pouvoir pour ensuite, dans Game of Thrones, avoir plein de gens qui critiquent Daenerys, notamment, hein, et pas qu'elle, parce que c'est une femme. Donc voilà, il y a aussi peut-être une façon de vouloir avoir une certaine cohérence de ce point de vue-là. Ça reprend aussi les choses qui sont présentes hein, dans le texte Feu et Sang. Donc on a cette construction très lente de comment on accède au pouvoir, comment on peut espérer en tout cas accéder au pouvoir avec cet angle un peu spécifique de quand on est une femme. Voilà, ce que Game of Thrones avait proposé, mais de façon détournée et que dans ces dernières saisons, hein, globalement. Avec une violence aussi que l'on voit d'ailleurs, ce qui ne se voyait pas dans le générique de Game of Thrones, dès le générique, avec ce flot de sang qui coule entre les différents espaces, ce qui n'était pas présent. Donc en fait, effectivement, moi je suis assez d'accord avec Justine sur cette idée que la violence est là, elle est peut-être plus insidieuse et peut-être soit prépare à la suite. Avant d'aller dans les thématiques, peut-être Emmanuel, vous vouliez rajouter quelque chose autour justement de ces prénoms parfois compliqués, hein, comme on a pu le Mm. voir avec Gilles, que l'on retrouve dans la série. Bah, oui, c'est-à-dire que enfin, ça doit être Martine, mais les showrunners n'ont pas été très cléments avec les spectateurs parce qu'on a quand même donc la personnage principale qui s'appelle Rhaenyra, mais on a aussi Rhaenys, on a Rhaena avec les mêmes racines, on a Bella, Lena, Aemon, Vaemond. Bon,
Donc honnêtement, moi j'ai un tout petit peu sur les deux, trois derniers épisodes très légèrement décroché sur qui s'appelle comment et qui est le fils de qui. J'ai à peu près suivi quand même pour m'y retrouver, pour comprendre les enjeux. Mais voilà, ils n'ont pas été forcément hyper charitables avec nous. Bon, en tout cas, voilà, il y a effectivement plein de prénoms féminins parce qu'il y a effectivement une série où les femmes occupent un rôle important. Justine l'a dit, Gilles l'a dit, il y a une ambivalence et en même temps, je crois qu'il y a un choix assumé d'avoir des femmes au premier plan et de mettre ça en scène vraiment. Pour moi, c'est un vrai enjeu autour à la fois de la question des femmes et dans cet univers-là, autour de la question de la légitimité des femmes et de la légitimité de Rhaenyra à devenir reine à partir du moment, donc elle est annoncée comme telle, elle est désignée comme telle, mais il y a évidemment la situation se complique quand Alicent va avoir un premier enfant masculin, on va le dire comme ça, et donc on comprend qu'il y a une règle de primogéniture masculine, même quand le roi a eu une fille aînée, et on comprend qu'en fait Rhaenyra aurait pu régner s'il n'y avait pas eu Alicent comme deuxième épouse et s'il n'y avait pas eu les enfants garçons d'Alicent. Il y a vraiment beaucoup. Alors, on a évoqué la violence des accouchements, la violence d'accouchements naturels, c'est-à-dire avant que tout ça soit médicalisé, où on perdait les femmes en couche, on perdait les enfants. Il y a quand même deux enfants. Qui sont deux enfants morts-nés, hein, deux bébés qui sont perdus dès la naissance. Il y a une scène terrible d'accouchement seul, enfin voilà, presque d'expulsion d'un enfant qui rappelle une scène presque identique, terrible, qui se finit un peu mieux dans The Handmaid's Tale. Il y a des remarques permanentes et il y a des allusions permanentes au statut de la femme, à l'infériorisation des femmes. Donc je pense que la série y va explicitement et c'est vraiment pas un thème secondaire. Donc voilà, là pour le coup, c'est une série vraiment d'époque et qui se confronte à ces questions-là. Je crois que, je sais plus, je crois que c'est Rhaenyra qui a une montée de lait en plein conseil. Bon, donc voilà, là on a aussi plein d'éléments qui renvoient à des débats contemporains et qui renvoient voilà, à la biologie féminine qui est souvent déniée dans les séries. Et puis, par ailleurs, on le voit dès qu'elle est filmée très très jeune en salle du conseil, Rhaenyra est quelqu'un qui a un sens politique extrêmement affûté. Elle est très forte, elle pige les enjeux, elle bouscule le conseil qui est quand même constitué de vieux mâles voilà, très vieillissants et archaïques. Donc, elle a à la fois, disons elle a une légitimité très forte en tant que fille du roi et en tant qu'elle est très habile politiquement, mais qui va être à chaque fois défiée par le fait qu'elle soit une femme. Et puis, il y a plein de personnages, je le disais, hein, qui vont vraiment voilà, qui font des allusions au fait qu'elle soit une femme. Donc, la série n'est pas du tout genderblind. Par contre, on en reparlera, elle est colorblind. Mais en tout cas, sur la question du genre, elle y va. C'est peut-être anecdotique, je sais pas, mais sur effectivement ce rôle des femmes, moi, mention spéciale quand même pour Otto Hightower, joué par l'excellent Rhys Ifans, je sais pas comment trop on prononce, mais qui mangeait de la mayonnaise dans Coup de foudre à Notting Hill, hein, qui fait le colocataire de Hugh Grant. Moi, c'est là-dedans que je l'ai découvert, hein, où il lui dit il a un drôle de goût ce yaourt, c'est de la mayonnaise. Ah oui, et il continue à manger. Donc voilà, donc il est toujours en slip. Alors là, pas du tout. Il fait la main du roi hyper charismatique et hyper ambigu. Alors, j'ai cru remarquer en fait que les téléspectateurs et les fans un peu comme moi cherchaient toujours à trouver la copie des personnages de Game of Thrones dans House of Dragon. En particulier, Otto Hightower, on s'est vite demandé si c'était pas le nouveau ou l'ancien Littlefinger, en fait. Voilà. Et puis après, on a trouvé un autre personnage qui lui ressemblait encore plus. Mais finalement, c'est pas la peine de chercher trop des ressemblances. À la limite, à l'expérience, si on cherche des ressemblances, ça serait plutôt avec Tywin Lannister. C'est-à-dire le patriarche qui essaye de faire survivre la lignée de sa famille. Et là, on retrouve le problème pour des femmes, pour sa fille, parce que si elle se retrouve plus ou moins sur le trône,
en tant que reine parce que son mari est mourant, on sent bien qu'elle est la fille de son père et que finalement elle se retrouve aussi sous la dépendance de lui. Elle essaye aussi de se libérer de la tutelle paternelle et donc voilà. Donc lui, il est moins, si vous voulez, à comploter que essayer d'installer très clairement sa famille sur le trône, même pas dans son intérêt personnel d'ailleurs, hein, dans l'intérêt de sa lignée. Voilà. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup ce personnage. J'espère que qu'on va le voir longtemps. Mais C'est intéressant cette fascination pour quelqu'un qui est clairement un des méchants hein, de, de ouais, l'histoire. bah, c'est l'intérêt. Non, mais alors c'est l'intérêt. Si tu veux, Mais oui. j'avais, moi j'ai un vieux projet de effectivement. C'est pourquoi tu connais la phrase de Hitchcock peut-être. Plus le méchant est réussi, plus le film sera réussi. Les méchants plaisent tellement que maintenant on fait même des films où on se débarrasse du gentil. Hein. Donc on fait le film Joker, Maléfique, voilà, parce qu'après tout on n'a pas besoin de Batman et de La Belle au bois dormant, parce que finalement, on s'est rendu compte que ce qui nous plaît dans tout ça, c'est le méchant. Donc maintenant, on se débarrasse du gentil. Et effectivement, je pense que c'est ce qui donne leur intérêt à ce genre aussi de choses. Alors, sachant que dans Game of Thrones, aussi bien que dans House of Dragon, ce qui sont intéressants, c'est plutôt les personnages du milieu, effectivement, qui sont méchants et à la fois gentils, qui passent d'ailleurs d'un côté et de l'autre. Alors, typiquement, Matt Smith, Daemon Targaryen commence très très mal et au fur et à mesure, alors qu'il passe par l'inceste, etc., on finit par trouver qu'il est plutôt du côté des méchants, des gentils. Ah, mais Typiquement, c'est le côté Matt Smith. ouais, voilà, Matt Smith. Donc, on parlait de The Crown, évidemment, qui jouait le prince Philippe dans The Crown très, très bien. On pense à Jaime Lannister, en fait, dans Game of Thrones, qui était clairement dans la première saison du côté des méchants et qui, à force de subir, devient gentil. Donc, c'est ça. Mais ce qui intéresse forcément, c'est toujours les personnages un petit peu à la limite. Et effectivement, les bons méchants font quand même des bonnes séries. On adore détester dans la série originale. Ramsay Snow, qui était le pire méchant de la création. On ne connaît pas un mec aussi horrible. Enfin voilà, ça existe pas dans la vie des mecs comme ça. Voilà, donc oui, oui, moi j'assume. Hein, je pense que ce qui fait l'intérêt, t'imagines s'il n'y avait pas de méchant. Enfin voilà, côté obscur de la force doit exister pour que la force soit vive. Voilà. En tout Mais cas, alors, oui, vas-y, Justine. non, mais justement, hein, si ce sont les méchants qui nous intéressent, il y a des choses prometteuses pour la suite, hein, parce que c'est l'avantage aussi d'avoir une série qui est adaptée d'un texte qui est terminé, c'est qu'on voit déjà où ça peut aller, hein, si on lit Feu et Sang, puisque là ensuite ça va enchaîner, puisque la première saison se termine sans trop dévoiler, hein, mais la première saison se termine sur un gros conflit sur le point d'éclater, hein, clairement, après des tensions en germe pendant des dizaines d'années et qui grandissent petit à petit. Là, on a, j'ai envie de dire la goutte d'eau, mais c'est la goutte de sang qui fait déborder le vase, clairement, ce qui va amener dans la suite de la série, la fameuse danse des dragons qu'on a évoquée hein, dans Game of Thrones. On a la princesse Shireen qui lit un livre qui s'appelle La danse des dragons. Enfin voilà, on nous dit que c'est un ouvrage important de l'histoire de Westeros et de l'histoire notamment de la famille Targaryen, puisqu'on va avoir ces conflits incestueux aussi, hein, ces conflits entre plusieurs branches d'une même famille, conflits fratricides et qui impliquent d'importants changements pour le pouvoir, hein, sans vouloir dévoiler encore une fois la suite. Mais voilà, ce qui fait que et c'est aussi des grosses réussites de ces séries, notamment de dark fantasy, hein, c'est-à-dire cette fameuse fantasy euh, tout en nuances. Hein. On est dans des mondes généralement sombres, notamment inspirés du Moyen Âge, hein, parce que quitte à faire un monde barbare, on va prendre le Moyen Âge parce que c'est toujours plus drôle. Mhm. Voilà, les fameuses Dark Ages, hein, les âges sombres, tout trouvé pour représenter un monde où tout le monde meurt et tout le monde se décapite à tout bout de champ. Et on va avoir aussi, de façon intéressante, des personnages qui ne sont pas justement tout noir ou tout blanc, qui vont être avec plein de nuances dans leurs actions et dans les raisons de ces actions. Hein. Gilles évoquait le personnage de Jaime Lannister dans Game of Thrones, qu'on présente comme un méchant au début, et petit à petit, on a accès à l'intériorité du personnage et on comprend pourquoi il a cette image de méchant, pourquoi aussi il cherche à l'entretenir, et que c'est voilà, effectivement pas si simple. Donc on a une façon de réhabiliter comme ça le personnage grâce à ses motivations. Là, ce que j'ai trouvé très intéressant dans House of the Dragon, c'est que on a cette écriture de réhabilitation et de nuance des personnages, mais dès la première saison,
alors que dans Game of Thrones, ça prenait beaucoup plus de temps, mais aussi parce que House of the Dragon cherche à couvrir beaucoup plus de temporalité hein, sur ces différentes saisons. Donc voilà, ça doit précipiter un petit peu, ce qui fait qu'au niveau de l'écriture, on a des personnages qui vont évoluer sur une saison, ce qu'on n'avait pas aussi nettement avant. On a évoqué un petit peu le parcours de Rhaenyra qui devient vraiment une chef, une politicienne, hein, c'est-à-dire que elle a, tu disais, hein, cette façon de comprendre nettement les enjeux du royaume, de voir un petit peu les différents rouages et ce que ça implique, sachant qu'il faut qu'elle apprenne ça petit à petit avec sa fougue d'abord de jeunesse qui ensuite doit faire place à plus de réflexion et à l'évolution elle-même de son rôle de femme, d'épouse, de mère, etc. Donc on a cette belle évolution, très belle évolution aussi de Alicent Hightower, qui sont donc ces deux personnages féminins principaux. Alicent qui paraît quand même très fade au début, justement, et c'est volontairement, hein, en contraste avec Rhaenyra, on est sur un personnage féminin beaucoup plus passif et qui vit très mal cette passivité. Hein. On le voit avec cette façon qu'elle a de triturer ses doigts tout le temps et on sent qu'elle est en souffrance interne, mais que elle souhaite avoir un rôle tel que justement la société lui impose. Et quand je dis la société, je pense notamment à son père, justement, le fameux Otto Hightower, qui lui dit clairement, alors que c'est une jeune adolescente, bah, ça serait bien que tu ailles séduire le roi, hein, ça serait gentil, qui a le double de ton âge. Donc c'est une situation qui est pour elle, on le voit, hein, physiquement très difficile à vivre, mais elle se plie sans jamais rechigner et elle suit ce rôle de bonne fille, de bonne épouse, de bonne mère, de bonne reine au sens de reine très effacée hein, du pouvoir, jusqu'au moment où justement le Viserys décline encore plus qu'avant. Hein, parce que, tiens, on pourrait revenir aussi sur la question de la légitimité de Viserys. Hein, ça, c'est aussi un fil conducteur de toute la saison. Mais ce qui est intéressant, c'est que comment justement ce personnage d'Alicent suit tous les codes de la femme modèle de cette société patriarcale d'inspiration médiévale et féodale, jusqu'à ce que ça se retourne contre elle parce qu'elle essaye de tout faire pour justement pour protéger sa famille, hein, puisque c'est clairement ça, mais avec les conséquences que ça impose, avec son père qui est temporairement évincé du pouvoir, avec ses enfants qui sont tous plus tarés les uns que les autres. Mais bon, au bout d'un moment, la consanguinité, hein, dans la généalogie des Targaryens, il y a des conséquences. Mais ce qui fait que, voilà, on se retrouve avec un personnage qui va dans le sens que la société veut lui imposer, mais qui se retrouve malgré tout confronté à l'humain qui fait que ça ne peut pas marcher et que ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, elle va devoir trouver une place pour pouvoir faire résonner à la fois ce rôle de femme, de mère, d'épouse, de reine, etc., et faire malgré tout que ça avance et que sa famille soit protégée, soit au pouvoir, etc. Donc l'évolution d'Alicent est beaucoup plus lente, mais aussi extrêmement intéressante parce qu'on voit aussi comment le personnage, qui paraît très pur et très passif, euh, tombe elle-même dans les compromis avec Sir Kristen Cole, avec le personnage de Larys, ce personnage de conseiller extrêmement tordu. Il y aurait des choses à dire aussi sur la représentation du handicap dans ces séries, mais c'est encore un autre débat. Mais donc voilà, c'est une évolution qui est à la fois beaucoup plus lente et qui pourtant est amenée dès cette première saison. Donc voilà, c'est vraiment une écriture qui est très belle et très fine, je trouve, dans cette première saison de House of the Dragon. Et on verra en comparaison, effectivement, une écriture peut-être un peu moins fine dans les Anneaux de pouvoir. On en parlera tout à l'heure. Mais alors, peut-être deux éléments pour rebondir hein, sur ce qui vient d'être dit par Justine, sur effectivement, au fond, un conflit qui va traverser et fragmenter la Maison des Dragons après justement les intrigues de Otto Hightower. Il y a deux prétendants au trône et le dernier épisode est absolument fascinant de ce point de vue-là, puisqu'il va y avoir deux couronnements en parallèle, et je trouve que la manière dont c'est filmé, dont les deux couronnements sont filmés, je ne sais pas si c'est dans le même épisode ou dans deux épisodes, mais en tout cas,
le contraste est vraiment saisissant, hein, parce que le couronnement d'Aegon, qui est quand même un peu, en tout cas du point de vue du spectateur, un peu illégitime, ou en tout cas qui arrive après, qui est donc le fils d'Alicent, on voit que c'est pas un couronnement évident, même si c'est le garçon, donc théoriquement, qui est censé être plus légitime. On va mobiliser toute la population de force pour qu'ils viennent, on va faire venir tout le monde dans une espèce de temple, on va solliciter un prêtre qui va donc loindre, ce qui est un peu bizarre parce que je n'avais pas compris que la religion des Sept était messianique, hein, c'est plutôt dans les monothéismes qu'on va avoir une cérémonie comme ça de sacre. C'est un couronnement quand même assez triste, il est assez sombre, il est un peu pesant, il est un peu figé, alors que celui de Rhaenyra, avec visiblement une couronne qui a l'air elle-même d'être plus légitime parce qu'elle a le sceau des dragons, va se faire à l'extérieur, en petit comité, avec une musique vraiment prenante, hein. Le film tourne pas mal sur YouTube, enfin, c'est vraiment une séquence dont le découpage est fascinant. Il y a un plan sur elle où elle mesure, qui fait écho d'ailleurs à un premier plan un peu avant dans la série, où elle va mesurer tout le poids de ça, tout le fardeau, toute l'angoisse du règne qu'en même temps elle voulait, mais une vraie responsabilité, alors que du côté des Guns, c'est tout de suite la force, quoi. Il va brandir l'épée, et d'ailleurs la cérémonie sera interrompue par la force, puisqu'il y a un dragon qui rentre et qui explose tout le temple. Il a l'air de tuer plein de monde, Je nuance. mais voilà, mais c'est pas très important qu'il tue tout le monde. Justine, Non, je nuance, c'est pas un dragon qui rentre, c'est Rhaenys et Rhaenys, ouais. qui s'impose et qui, voilà, qui fait son mic drop. C'est un personnage qui est pareil, hein, enfin, on attendait. Moi, j'attendais, en tout cas personnellement, puisque Rhaenys, c'est cette fameuse tante, hein, globalement, puisque elle aurait pu avoir le pouvoir à la place de Viserys, mais il a été décidé que, puisque c'était une femme, encore une fois, ça c'est vraiment la séquence d'introduction de la série, elle ne régnerait pas, et donc c'est cette fameuse Queen who never was, cette reine qui n'a jamais régné. Et donc, elle passe toute cette première saison en retrait et à essayer de faire comprendre à Rhaenyra que non, tu es une femme, ce n'est pas ta place. Ils vont tous s'acharner contre toi comme ils l'ont fait pour moi. Elle essaye aussi de la protéger d'une certaine façon en lui transmettant ce qu'elle a appris de ses expériences qu'on sent, hein, clairement, avec des expériences douloureuses, mais qu'elle a réussi à se reconstruire autrement. Et on a là ce renversement de Rhaenys qui voit bien que, avec le couronnement d'Aegon, ça part dans tous les sens, hein, puisque ce couronnement qu'on nous présente avec tout voilà, l'apparat de la légalité et de la légitimité, alors que justement, tout est fait dans la série pour nous dire que on ne veut pas de ce personnage d'Aegon sur le trône, on ne veut pas de lui parce que son père, hein, le roi, ne voulait pas de lui sur le trône, et parce que dans la série, c'est construit de façon à ce qu'on voit que c'est un adolescent violent qui a des pulsions, qui a des enfants bâtards apparemment un peu partout dans toute la ville et qui les abandonne dans des fosses à combat. Enfin voilà, c'est un personnage qu'on est fait pour mépriser, pour détester et éventuellement pour avoir pitié de lui, ce qui fait qu'on n'a pas envie de le voir sur le trône à ce moment-là. Donc tout est construit pour ça, pour avoir ce renversement de Rhaenys qui bah voilà, fait une entrée fracassante, clairement, à dos de dragon, mais avec Voilà. voilà, cette version d'un pouvoir féminin qui là va aussi s'imposer, et avec ce regard de Rhaenys qui est sur son dragon, d'ailleurs elle a pris le temps de mettre son armure, etc., hein, il y a eu quand même toute une mécanique, mais qui prend le temps de regarder cette famille royale qui cherche là à imposer sa légitimité. Elle vient de détruire tout le monde, et clairement on a cette scène où elle montre, je pourrais vous tuer, là, maintenant. Elle a l'ascendance sur tous les plans et elle choisit de s'en aller. Alors, l'avenir dira si elle a eu raison ou tort, mais voilà, il y a ce jeu de pouvoir ici qui est dans cette scène que je trouve à la fois très drôle, en fait, très drôle parce qu'on a ce renversement fracassant, encore une fois, mais qui montre que bah voilà, ce personnage qui était resté en retrait et que tout le monde voulait négliger aussi parce que c'est une femme d'un certain âge, et ça, c'est pas anodin d'avoir des femmes un peu plus âgées dans les séries. Ce personnage que tout le monde mettait de côté reprend un peu une place centrale, elle s'impose dans une place centrale. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Effectivement, et d'ailleurs, elle a un prénom très ressemblant. Et je parlais du découpage, du couronnement de Rhaenyra, ils n'ont pas oublié, pour le coup, de faire un plan
où les deux femmes se regardent et où Rhaenys a un regard entendu en regardant Rhaenyra et en suggérant que voilà, là, il se passe quelque chose et Rhaenyra atteint un point voilà, que elle-même n'a pas atteint et donc ça ouvre vraiment un chapitre que Rhaenys n'avait pas connu et que Rhaenyra peut ouvrir. Et puis peut-être simplement, alors pour finir sur cette série, la question de la violence, moi j'ai effectivement trouvé que c'était voilà, un petit peu moins violent. Il y a une violence qui est très concentrée dans le premier épisode. C'est un autre type de violence, disons, et je trouve qu'on retrouve une thématique qui était déjà présente dans Game of Thrones, qui est la tension permanente entre quelque chose qui relèverait de la compétition pacifique, c'est-à-dire vraiment un jeu politique qu'on essaie de pacifier, et en même temps, à certains moments, le recours à la force, à une force brute et à une force qui n'entraîne aucune responsabilité et aucune culpabilité. Donc en fait, là, il y a deux mises à mort hyper brutales qui arrivent au moment Oui, où des gens là, sont critiques. Voilà, on va on mettre à s'y mort attend des gens pas qui du sont tout. critiques. On s'y attend pas du Voilà, on tout. s'y attend pas du tout. On est Et limite The Boy, hein. On est limite The Boys, série sur Amazon Prime. Là, notamment, il y a un final, effectivement. Je sais plus si c'est l'épisode 8 ou 9 là, on le voit pas venir, en fait. oui, oui, oui. Mais, Et mais c'est, voilà, là, effectivement, c'est pareil. C'est-à-dire, on a un petit soupçon quand même parce qu'on sent que les personnages qui vont être tués vont un tout petit peu loin, ouais, mais ça surgit n'importe quand. Et donc, on voit qu'en fait, il y a tout le temps des gardes dans la salle du conseil. La ouais, parole est jamais vraiment libre. Et donc, en fait, la violence, elle est tout le temps tapie derrière et elle vient contaminer ouais. tout le débat. Donc, effectivement, voilà, il y a. Alors, il s'appelle Vémon, hein, Vémon Velaryon, qui insiste sur la bâtardise. Alors, il hurle hein, que les enfants Ouais, ouais, on de va, ouais, ouais, ouais. Rhaenyra sont Non, des mais bâtards. d'ailleurs, C'est pas Bon. faux, hein. Non, 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 mais il se mais fait tuer. d'ailleurs, à ce propos, il est assez intéressant, le Sir Kristen Cole, que j'arrive pas, moi, encore trop à situer ou à identifier parce que justement, il est à la fois jeune premier, en même temps, il devient vaguement méchant. On a l'impression que c'est le Chevalier Blanc et puis en fait, c'est un des personnages les plus violents de toute la série. Enfin, il est assez, Comme Jamie. il est très difficile à cerner et à prévoir et dans ce sens-là, il est très dangereux puisqu'il est complètement imprévisible en fait, hein, voilà. Mais effectivement, il y a des formes de contamination de la violence permanente. Voilà, on avait dans Game of Ouais, Thrones le conflit entre justice et violence. Là, c'est le conflit entre discussion politique sur les héritages et les héritiers et voilà. violence qui vient dénouer. On voit bien que personne n'est inquiété quand Daemon tue Vaemon, si j'ai bien suivi. Voilà. Ça engage absolument pas Ah sa oui, il n'y a pas responsabilité, hein. Il y a de. un petit, on momifie le corps, etc. Mais il est jamais inquiété pour ça et c'est jamais questionné. Donc la violence reste très légitime dans l'univers de Game of Thrones. Voilà. On va donc passer à la deuxième série qu'on a présentée tout à l'heure, donc les Anneaux de pouvoir qui se situent, donc on l'a dit, dans l'univers de Tolkien. Et Gilles va nous en dire aussi quelques mots. Oui, alors ça va pas être très long en fait. Effectivement, pour si on a passé du temps sur la première, sur House of Dragon, c'est sans doute que elle méritait un peu plus de temps. Pour tout vous dire, Justine et Emmanuel sont très d'accord avec moi. On accroche un peu moins. Alors Justine a insisté sur le côté peut-être précipité et à la fois lent des Rings of Power. Moi, j'avoue que j'ai surtout vu le côté lent, effectivement. Voilà, c'est-à-dire, j'ai trouvé que c'était. Alors, je ne sais pas combien d'argent ils ont mis dans la réalisation, mais effectivement, c'est très contemplatif. À l'inverse, effectivement, de House of Dragon, qui a des intrigues assez multiples, même au sein d'un même épisode, et qui va passer même d'une décennie à l'autre entre deux épisodes. Enfin, les choses vont très vite, hein. Il y a les intrigues, il y a beaucoup de changements de position dans la hiérarchie familiale de pouvoir dans House of Dragon. Il y a beaucoup d'évolution des personnages, de leur caractère, de leur situation. Alors que dans l'autre,
Oui, je dis l'autre, hein, c'est même Mm. pas manque de respect hein, dans Ring of Power. Alors, c'est très contemplatif. On en avait parlé à l'occasion avec Emmanuel. Les images sont belles, mais au bout d'un moment, un petit peu ennuyeuses. Et en plus, cette esthétique, j'ai trouvé que moi, pouvait frôler un peu le ridicule. Franchement, les fameux ancêtres des Hobbits, effectivement, Hardfoot, hein, avec leur Les couronne coiffes. de fleurs Ouais. dans les cheveux, là. À un moment, c'est limite l'île aux enfants, Casimir. Enfin, je sais pas, moi, mais j'ai trouvé que, voilà. Et puis, alors, puisqu'on parlait des femmes, on pourrait parler aussi de l'époque contemporaine pour pas dire woke, mais je sais pas comment, voilà. J'avoue que les elfes sont un peu étonnants quand même, voilà. C'est-à-dire que dans l'imagerie Tolkien, c'est toujours les grands blonds. Là, effectivement, on a voulu peut-être s'adapter un peu à la diversité telle qu'on l'a rencontrée dans la fameuse série Bridgerton, là, qui était Mm. plutôt bien faite. Enfin, il y a un peu je sais pas, il y a une sorte voilà, enfin, je sais pas, comment il s'appelle Arrondir. Voilà, c'est ça, voilà, c'est ça. Enfin, on a du mal un peu à identifier les zèbres. Bon, ça, pourquoi pas, C'est voilà. ceux qui ont les oreilles pointues. Voilà, c'est ça. Alors, ils ont plus que les oreilles pointues. Voilà, après, euh, voilà, mais bon, dans tous les cas, en tout cas, on a un peu du mal à se passionner pour ces intrigues. Histoire d'amour, c'est pareil. Pas très. Voilà, donc moi je dois vous dire que j'ai un peu eu du mal à m'accrocher jusqu'au bout, pour pas dire que j'ai décroché au milieu, voilà, et que euh, et que c'est assez ennuyeux, voilà. Sur le rapport à la, disons, à la diversité ethnique ou à la diversité phénotypique, je ne sais pas du tout comment on peut le dire, les deux séries le font, mais les deux séries ne le font pas du tout de la même façon. Moi, j'avais lu une interview de Stéphane Rollet par Benjamin Campion qui montrait que dans House of the Dragon, c'est uniquement le clan Velaryon, donc à Draftmark, qui a la peau noire et les cheveux blancs, mais c'est un groupe spécifique et donc ils n'ont pas mis de la diversité partout, alors que dans les Anneaux de pouvoir, le choix a été fait de tout diversifier. Bon, ça renvoie vraiment à une situation et à un débat spécifique aux États-Unis. C'est un débat qui est déjà très ancien, d'introduire comme ça de la diversité dans des groupes qui, a priori, devraient être des groupes homogènes ethniquement. On avait déjà eu ça, ça commence un peu à dater. Hein. Dans Star Trek Voyager, il y avait le premier Vulcain noir, ça date de 1995. Il y avait eu le même débat avec Finn dans Star Wars. Chez Tolkien, il est dit apparemment que l'un des clans des pieds velus a la peau un peu plus sombre que les autres. Bon, donc pourquoi pas. Peut-être que ce qui est en fait embêtant, c'est pas tellement une question idéologique, c'est une question de narration. C'est-à-dire que, en fait, ça n'est jamais pris en compte dans la narration, ça n'est jamais pris en compte dans la diégèse. C'est-à-dire que les personnages, notamment dans les Anneaux de pouvoir, restent colorblind. Donc le spectateur, lui, voit des groupes, des gens qui ont des couleurs de peau, des visages différents, mais personne n'y fait jamais allusion dans la diégèse. Donc on est dans des séries qui veulent, disons, refléter les débats ou les problèmes de diversité, les problèmes de racisme que connaissent nos sociétés, tout en présentant des séries qui elles-mêmes sont post-raciales. Donc voilà, je pense que c'est pas très utile dans la mesure où là, en tout cas la façon dont c'est fait pose problème parce que voilà, encore une fois, il n'y a pas d'allusion dans la diégèse. Et pourquoi il n'y a pas d'allusion dans la diégèse? Parce que chez Tolkien en particulier, c'est vraiment des peuples qui s'affrontent en tant que tels, c'est-à-dire les orques, les elfes, les nains, etc., et pas des sous-groupes à l'intérieur de ces clans-là. Donc on voit bien que c'est vraiment le combat entre clans qui prend le pas sur l'hétérogénéité qui pourrait traverser ces clans. Donc la question raciale est en fait toujours très secondaire, voire complètement écrasée par les conflits entre peuples, qui sont des conflits beaucoup plus importants et qui la dépassent. Donc voilà, à mon avis, c'est plutôt ici un jeu à somme nulle. Oui, hein, je suis tout à fait d'accord. C'est un choix hein, de Prime Studio qui est
pas forcément cohérent dans la façon dont ils l'ont fait. Au contraire, hein, moi je suis pour qu'il y ait voilà, de la diversité, on ait des représentations, parce que c'est normal aussi, hein, quand on fait des programmes en 2022, c'est logique d'avoir ces éléments-là aussi. Après, est-ce qu'ils l'ont amené de façon cohérente? Pour moi, ça marche moyennement, mais tout comme marche moyennement l'intégration de ces fameux hard-foot, etc. Donc, voilà, c'est même au-delà de la question de couleur de peau, etc. On a plein de choses qui manquent de cohérence et qui ne sont pas assez approfondies, je trouve, dans la série. Après, ça ne veut pas dire que j'aime pas, par exemple, le groupe des hard-foot, parce que voilà, c'est un arc, un narratif qui me plaît assez, mais où clairement, là, la série cherche à s'adresser, ça fait écho, je pense, à ce que Gilles disait, mais et clairement, là, la série cherche à s'adresser à un public plus familial. Euh, un public d'enfants qui, a priori, n'a pas forcément lu le Silmarillion, hein, de Tolkien. Pourquoi pas, d'ailleurs, c'est une super lecture du soir. N'hésitez pas à lire ça à vos enfants. Mais c'est vrai que voilà, là, on est sur des personnages plus jeunes, tout simplement aussi parce que les hobbits ont une apparence plus jeune, mais aussi avec ce côté très naïf et très curieux ce personnage principal, hein, de Nori Brandyfoot, qui va être un personnage en fait très fort, très dynamique dans l'intrigue, même si en fait toute son intrigue est finalement assez annexe par rapport à tout ce qui se passe dans le reste de la Terre du Milieu, avec la création du Mordor, avec les premiers anneaux qui sont forgés, etc. Donc voilà, c'est aussi un choix, hein, de cible ici. On cherche à s'adresser à un public plus familial et clairement, cherche à s'adresser, j'ai envie de dire, peut-être pas tant aux fans de l'œuvre de Tolkien, mais aux fans de l'œuvre de Peter Jackson. Ce qui n'est pas la même chose. Parce que Peter Jackson a beau avoir fait une super trilogie, et je parle du Seigneur des Anneaux, pas du Hobbit, a beau avoir fait une superbe trilogie, c'est quand même avec une esthétique, avec des choix bien spécifiques. Et là, la série cherche clairement à s'inscrire dans la lignée de l'œuvre de Peter Jackson, plus que dans la continuité de ce que faisait Tolkien. Et cette ouverture à un public familial va, je pense, aussi dans ce sens-là. Gilles, Ouais, quelques juste mots sur les anneaux de pouvoir. ouais, juste pour rebondir sur ce que disait Justine, effectivement, sur les hard-foot, là, que je disais un peu caricaturaux, ça me rappelle l'équilibre entre, si vous voulez, le sérieux et peut-être le comique qu'on trouve chez Shakespeare, tu vois, dans Henri V ou je sais plus, enfin, ça doit être dans Henri V d'ailleurs, où les Français sont clairement comiques, rigolos, et puis en face, parce que c'est des méchants, et en face, on a les Anglais qui sont, voilà, donc essayer de faire un équilibre comme ça entre des personnages très austères, très sérieux, avec un grand souffle, tragique, homérique, et puis une petite vie plus quotidienne dans laquelle on va plus s'identifier, plus légère, des personnages plus humoristiques. Le truc, c'est qu'effectivement, quand je parlais de l'île aux enfants, il y a un côté un peu caricatural ou artificiel, en fait. C'est-à-dire qu'on le voit, le truc, tiens, on va faire là les personnages légers, là on a les personnages plus sérieux. Voilà, ça fait, je sais pas, il y a un côté très artificiel, carton-pâte dans lequel on a un peu du mal à rentrer. En tout cas, alors moi, je vous suis, hein, c'est-à-dire sur le fait que Les Anneaux de Pouvoir reste une série quand même extrêmement naïve dans plein d'aspects, notamment les hard-foot, avec des coiffes de paille. Enfin, je pense qu'il y a un énorme problème sur les costumes qui sont Ouais. chargés quand ça doit être, quand c'est sérieux, qui sont la communauté pastorale mignonnette, Voilà. quand c'est les personnages un peu légers. Et puis alors, il y a tout ce qu'on peut ne pas aimer dans l'heroic fantasy, et notamment du côté des elfes, une rigidité physique, c'est-à-dire les personnages sont debout, les bras le long du corps, et ils disent leurs textes comme ça, les dialogues sont hyper sentencieux, et alors la palme, c'est Galadriel, moi j'ai noté quand même, hein, elle ne parle que par proverbe, l'eau de mer n'étanche pas la soif, je voulais dire. Les énigmes obscurcissent l'esprit, cela noircit le cœur de se réjouir des mauvaises actions, parfois le chemin périlleux est le seul qui soit. Bon, Mais ça, ça c'est c'est justement un parallèle avec Peter Jackson. Regarde les phrases de Legolas dans le film de Peter Jackson, dans les films de Peter Jackson. Un soleil rouge se lève. Beaucoup de sang a dû couler cette nuit. Merci, Legolas.
Voilà. Mais il est déjà plus descriptif que proverbial, hein. Elle est vraiment. Elle a vécu tellement longtemps. Peut-être que c'est lié au fait que les elfes vivent vieux. Donc, au bout d'un moment, ils ont une espèce de sagesse de Géronte comme ça qui les anime. Bon, non, mais il y a effectivement. Enfin, les personnages, on reste beaucoup à distance. Les personnages sont quand même un peu inconsistants. Ils sont très désexualisés. Donc, l'histoire d'amour entre Bronwyn et Arondir, c'est bien. S'ils ont réussi à avoir un enfant ensemble, c'est vraiment assez miraculeux. Moi, je Oh, trouve, enfin, les pieds velus, c'est la famille Ingalls, hein, c'est vraiment la petite maison ouais. dans la prairie. Donc c'est voilà, c'est un peu neuneux. Je trouve qu'il y a Qu'est-ce assez que tu as peu contre la de petite maison dans la sous-texte. prairie? Non, rien, Euh, mais j'ai pas envie de la. Je Mais savais pas que c'était le préquel de c'était ça, pas quoi. trop les anneaux, effectivement. Oui, C'est d'une pas part, on l'ambiance. a effectivement ce déguisement, bon, pas de déguisement carrément. Oui. Bon, on s'enfonce là, un peu spectacle de fin d'année. Et puis effectivement, moi je dois dire que même déjà dans Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, c'était pas les elfes qui m'amusaient le plus. Je trouvais qu'il y avait Mm. des grosses lenteurs, notamment avec la fille du chanteur d'Aerosmith, là, comment Liv Tyler. Steve, Liv Ah, Tyler. Liv Liv Tyler. ah Tyler, ouais. voilà, c'était un peu, bon voilà, c'était toujours effectivement ces grandes phrases d'elfes, voilà, je sais pas, c'était pas le meilleur parti, mais effectivement, du coup, on s'attache pas tellement au personnage. Alors, on en avait parlé une fois avec Emmanuel. Effectivement, côté Ring of Power a voulu donner un côté un peu plus mythologique à son récit. On n'est pas du tout dans House of Dragon où c'est des humains qui se battent quand même pour le pouvoir. Là, effectivement, les elfes sont un peu une sorte de race effectivement divine, hein, quasiment, qu'on observe un peu de notre côté. Et du coup, on a beaucoup de mal à s'identifier, beaucoup de mal à compatir pour leurs éventuelles aventures et du coup c'est ça qui fait qu'on décroche à tout, enfin que moi je décroche à tous les sens du terme, quoi. Voilà, on a l'impression de regarder un tableau de Rubens que j'aime pas moi, mais voilà, tu sais, les peintures des dieux et des déesses, voilà, je sais plus, comme disait Amadeus dans le film, ils sont tellement coincés qu'ils chient du marbre, ils disent ils disent ça dans Amadeus. Enfin, le côté, tu vois, tellement désincarné qu'effectivement, voilà, les séries, l'avantage des séries maintenant, c'est qu'effectivement, les personnages sont creusés. Quand tu as 80 heures pour creuser un personnage, voilà, alors prendre 8 ou 10 heures pour finalement nous montrer un personnage monolithique, c'est peut-être pas passionnant. Ils Ah, auraient pu peut-être passer moins de temps à présenter un univers qu'on connaît déjà et avancer beaucoup plus vite. Moi, je trouve que ça manque un peu de poids et de crasse, quoi. C'est-à-dire que quand on enchaîne sur House of the Dragon ou quand on a regardé Vikings, ce qui est mon cas sur les conseils de ah Gilles, ouais, mec. Ouais, on est quand même sur du très lisse, du très propre, c'est du fond voilà, vert. voilà, merci. C'est un peu pompeux, c'est un peu, je t'en prie, c'est un peu criard. Il y a quand même une C'est du musique. fond vert. Ouais, ouais, Ouais. c'est du fond vert et je pense que ça a une influence aussi sur le mauvais jeu des acteurs parce qu'ils sont dans une pauvre pièce verte et ils doivent faire des émotions fortes et ils n'y arrivent pas du tout. Il y a une musique très soulignante. Dès qu'on veut attirer notre attention sur quelque chose, il y a des violons, il On y a est des plans guidé. qui sont comment? On est pris par la main pendant toute la série. Ah mais Regardez, là, il faut ressentir voilà, ça, là, il faut faire ça. Mais non, quoi. il faut faire confiance au spectateur. Je pense que le spectateur contemporain sait regarder une série, est capable de lire un sous-texte, sait quand un personnage important arrive. Il y a quand même dans Les Anneaux de Pouvoir un ou deux plans au ralenti. Je crois que c'est Galadriel sur son fier destrier. C'est d'une naïveté. Alors là, ça, on dirait le premier film d'un étudiant en fin de M1. Bon, moi, je pense qu'on a quand même des showrunners qui s'attaquent à des montagnes sans jamais avoir fait d'escalade. Bon, c'est quand même un problème. Sur la langue, on n'en a pas dit un mot, mais on sait que Tolkien a écrit Le Seigneur des Anneaux en pensant, il travaillait sur les langages médiévaux. La question de la langue est centrale. Moi, quand j'ai vu Nori et sa copine qui par deux fois disent OK, OK, bon, on y va. On peut faire juste attention, ce mot-là, il est quand même, enfin, je ne sais pas si c'est un mot d'époque, je ne sais pas si on le parlait, si on le prononçait déjà en terre du milieu. Bon, il y a quand même pas mal Il n'y d'éléments. a pas d'époque en terre du milieu, hein. Oui, oui, oui. Mais bon, des fois Mais on dit oui. médiéval fantasy, donc on va dire, allez, médiéval. En tout cas, c'est pas un mot médiéval. Bon, mais ça se Non, discute. tout à fait. Voilà, non, non, mais voilà, je pense qu'il y a quand même beaucoup de problèmes. Peut-être les un ou deux points, voilà, un tout petit peu analytique entre guillemets, mais vraiment très brièvement. Moi, j'ai trouvé intéressant qu'on fasse des elfes une espèce de race de seigneurs, de race un peu d'occupants, parce qu'ils font un peu là, voilà, ils gèrent un peu des villes. Ça, c'est un tout petit peu nouveau. Enfin, disons que ça. Enfin, nouveau.
peut-être que les lecteurs de Tolkien connaissent tout ça par cœur, mais la manière dont c'est fait dans la série, ça casse un peu l'image un peu romantique des elfes pour les ramener à un sort un peu plus prosaïque, d'autant que leur monde et leur civilisation est menacée. Je trouve intéressant de les avoir présentés comme des patriciens un peu lourds, un peu retranchés, un peu instrumentalisants. Elrond va voir les nains dans cette optique-là. Donc là, c'est un petit peu nouveau. Et puis, série d'époque aussi, dans toute sa dimension communauté pastorale des Harfoot, puissance des éléments, la nature, la mer. Il y a une dimension un peu écologiste, on va le dire ça. Les Harfoot sont des nomades, ils arrivent à se camoufler dans la nature. Ça renvoie quand même au pouvoir aussi des magiciens dans le Seigneur des Anneaux, Gandalf qui commande aux animaux. Et puis dans l'adaptation qu'avait fait Tolkien, on a un personnage de magicien qui s'appelle Radagast le Brun qui vit dans la forêt. Donc voilà, il y a quand même quelque chose autour de l'harmonie naturelle face à une destructivité et à une hubris, je le disais en début d'émission, qui pour le coup est intéressante. C'est pas forcément très bien fait, mais on sent que ça a pu être un élément du scénario. Justine. Non, moi, je suis très contente parce que tout ce que tu relèves de points les plus positifs, ça vient de Tolkien. Donc voilà, ça me va parfaitement. Mais c'est vrai hein, et ça rejoint hein, ce que vous disiez tous les deux sur le fait que c'est une série naïve aussi. Et on l'évoquait un petit peu tout à l'heure avant de commencer l'enregistrement. Mais tout est dans. Alors je vais dévoiler encore une fois sans dévoiler la fin, mais on a toute la narration qui est construite pour arriver à ces derniers épisodes où on nous fait un suspense incroyable, encore une fois, en nous tenant par la main pour nous dire mais qu'est-ce que c'est donc qu'il peut bien être en train de forger, le monsieur? Et voilà, on nous fait un suspense sur qu'est-ce qu'il va être en train de fabriquer, mais c'est le titre de la série, je veux dire. Nous faites pas du suspense sur quelque chose qu'on connaît depuis 10 épisodes. Voilà, tu disais, hein, peut-être que c'est un univers qu'on connaît, mais là, même si on ne connaît pas, on n'a jamais entendu parler de Tolkien, c'est littéralement le titre. Donc, je veux bien qu'il y ait une volonté un peu shakespearienne de terminer la saison par le titre, si tu veux, hein, que voilà, il y a un côté un peu cyclique qui boucle tout. Mais là, on nous étire le suspense, tout comme on nous étire le suspense sur plein d'autres éléments, hein, sur la révélation de Sauron, sur la révélation du fameux étranger, hein, du Stranger. Euh, c'est voilà, là pour les gens qui connaissent un petit peu l'univers, même sans être des grands spécialistes de Tolkien, c'est un chouïa lourd quand même, parce qu'on a l'impression de nous mettre des coups de coude toutes les 3 secondes dans les côtes pour dire ah, vous avez vu, là il va se passer un truc, attention. Voilà. Donc c'est ça, c'est que ça manque de subtilité. Il y a effectivement des gros sabots à plein de moments, et ce qui est dommage parce que c'est un univers qui est extrêmement riche. On a beaucoup critiqué le jeu des acteurs, mais il y a malgré tout des très bons acteurs aussi hein, dans la série. Mais bah, au bout d'un moment, hein, sur un fond vert et avec un texte écrit avec les pieds, ils peuvent pas non plus faire des miracles. Donc voilà, hein, il faut réussir à trouver ce compromis. On verra comment ça évolue par la suite, hein, bien sûr, puisque apparemment on est parti pour 5 saisons. Voilà, j'ai envie de dire, j'ai un peu peur, clairement, je vous cache pas, et que je pense que c'est pas en rajoutant des milliards de dollars que ça résoudra tous les problèmes. Mais bon, bah, je ne suis pas à leur place, et j'ai envie On de va dire. peut-être mieux payer les scénaristes et dialoguistes et moins les décorateurs, quoi. Enfin, voilà. Oui, Peut-être aussi. le budget doit être revu. Voilà, Voilà. on a passé les anneaux de pouvoir au fil de l'épée, si j'ose dire. Vous avez suivi le 10e épisode d'Intersaison en compagnie de Justine Breton et de Gilles Verviche. Nicolas a dû nous quitter à mi-parcours. On le salue. On a évoqué donc les anneaux de pouvoir, série Prime Video de J.D. Payne et Patrick McKay. Et on a évoqué House of the Dragon, série HBO de Ryan Condal et Sarah S. d'après l'œuvre de George R.R. ou R.R. Martin. Et pour les Anneaux de pouvoir, c'était évidemment Tolkien. Je remercie nos saisonniers du jour. Je les salue et je vous dis à toutes et tous à très bientôt. Au revoir à tous et Au toutes. revoir. Au revoir. Merci.